bon, je vais vous faire une rapide présentation. Donc moi, je suis Céline, responsable des événements pour les freelances et les consultants en France. Donc mon rôle est notamment d'organiser ces sessions de webinars et de vous apporter des contenus toujours plus intéressants. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si jamais vous avez des suggestions. Je suis évidemment là pour ça. Très rapidement sur Malte, vous connaissez bien, donc je vais aller assez rapidement sur cette partie. On est une plateforme qui met en relation les freelances et les entreprises en recherche de personnel pour leur mission. Donc notre rôle est vraiment de vous accompagner sur ça, mais aussi de vous accompagner dans votre quotidien. Et ça passe aussi par un réseau de partenaires. C'est l'objet du coup de ce qu'on fait aujourd'hui avec jeveuxaider.gouv.fr, qui est un de nos partenaires spécialisés donc dans le bénévolat. Donc vous avez la possibilité de trouver des missions de bénévolat en parallèle de ce que vous faites en tant que freelance. Et en fait, c'est vraiment l'objet de ce qu'on va faire aujourd'hui. L'idée, c'est d'échanger sur le bénévolat, le freelancing, comment intégrer du bénévolat à votre activité, comment le valoriser, mais aussi comment développer vos compétences. Et donc pour ça, je suis accompagnée de deux experts que sont Clara et Nassim, qui vont pouvoir se présenter juste après. Du coup, sans transition, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire un peu plus sur ce que vous faites et comme ça, on va pouvoir échanger tous ensemble. Clara, je te laisse commencer. Moi, je m'appelle Clara Couturier, je suis chargée d'accompagnement et de projet pour une association qui s'appelle ProBonoLab. ProBonoLab, c'est une association qui a été créée en 2011, qui est spécialisée sur tout ce qui est bénévolat et mécénat de compétences. Donc en fait, on est parti du principe que toute personne a des compétences à partager pour l'intérêt général. Et dans ce cadre-là, on a créé différents programmes qui accompagnent les personnes à s'engager pour des associations. On accompagne également les entreprises à développer le mécénat de compétences au sein de leur structure. Et on accompagne les associations dans vraiment la définition de leurs besoins en compétences et la recherche des bonnes personnes en fonction de leurs besoins en compétences. Voilà un petit peu ce qu'est ProBonoLab et ce qu'on fait. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Nassim, je suis freelance en tant que business developer. Je travaille particulièrement avec des associations, des startups à impact social ou environnemental, ainsi que des politiques publiques. Et depuis quelques années maintenant, je travaille sur des politiques publiques d'engagement civique, donc des plateformes comme jeveuxaider.gouv.fr ou des dispositifs très numériques comme une API qui s'appelle l'API Engagement, qui permet d'intégrer différentes plateformes de bénévolat et d'engagement pour faire communiquer tout ce beau monde. Et donc, mon rôle, c'est de gérer des partenariats, développer des activités à impact. Et je vais vous partager aujourd'hui mon expérience en tant que bénévole et freelance. Parfait, merci à tous les deux. Donc effectivement, on a un petit panel devant nous. Donc on a Clara qui est en association et Nassim qui est freelance et aussi bénévole. Donc comme ça, on va pouvoir un peu croiser les idées sur le sujet. Alors du coup, là, c'est une question pour vous deux. Peut-être commencer par Clara du coup. Pourquoi s'engager dans le bénévolat quand on est freelance? Tu es en mute. Je suis complètement mute. Dans le cadre de mon travail, en fait, j'accompagne, comme je disais, des associations. Et dans ce cadre-là, je mobilise des volontaires, que ce soit du bénévolat ou du mécénat. Et je mobilise également des freelances pour accompagner des associations. Le retour que j'ai le plus souvent, c'est qu'en fait, ça permet aux freelances un peu de gagner en confiance en eux, de pouvoir sortir de leur zone de confort, un peu de ce qu'ils connaissent, et de pouvoir mettre à profit leurs compétences pour des associations ou des structures qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à ce type de compétences. Voilà, c'est un peu les retours les plus nombreux que j'ai par rapport à ça, et pourquoi les personnes le font. C'est aussi pour se sentir utile et sortir un peu de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà. Je pense que Nassim complétera assez bien ce que je viens de dire. Ouais, c'est clair. Merci, Clara. Moi, en réalité, ce que je trouve intéressant, je vais faire peut-être le truc à l'envers et pour y venir, mais c'est avec toutes mes actions bénévoles dans le secteur culturel,
des associations de manière globale, que j'ai développé ma propre personnalité, on va dire, et qui m'a permis en fait de devenir freelance parce que j'ai pris cette habitude finalement de travailler ou d'évoluer dans différents environnements en même temps, sur différents types d'engagements. Des fois, je pouvais faire de la danse hip-hop pour des personnes dans un hôpital et par ailleurs, j'allais travailler avec des personnes ou dans des organisations pour partager des bonnes pratiques sur de la mise en réseau, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, finalement, je me suis retrouvé à faire du freelancing. Et ce que je trouve intéressant, finalement, c'est de pouvoir développer tout notre univers, finalement, notre personnalité qui fait que nous, on est freelance à part entière et d'essayer d'identifier finalement là où on se sent le mieux dans un écosystème ou un autre. On en reviendra juste après, mais c'est vrai que je trouve assez intéressant de partager ce point de vue-là. Ok, très clair, merci. Et justement, parce que tu as ton activité de freelance, tu as aussi pas mal d'engagement à côté. Comment tu organises ton temps justement pour pouvoir mixer les deux? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que parfois j'ai eu pas mal de freelance ou de gens dans l'écosystème qui m'ont dit j'ai choisi d'être freelance ou j'ai développé le freelancing parce que j'ai envie d'avoir un engagement assez fort dans ma vie et que je pouvais pas le faire en tant que personne salariée parce que j'étais potentiellement limité dans mes actions, etc. Après bon, c'est très personnel, mais c'est vrai que je trouvais assez intéressant de voir des personnes qui se disent moi je veux travailler 3 ou 4 jours dans la semaine et à côté de ça pouvoir m'engager le reste du temps et pas forcément attendre le soir ou le week-end. Donc ça, c'est des personnes qui m'ont déjà dit ça. Après, de manière globale, ce que je trouve intéressant dans la manière de réfléchir pour en tant que freelance et de pouvoir s'engager sur des thématiques, c'est que effectivement, on n'a pas forcément, en fonction des métiers, un cadre, je vais dire 9h, 17h, 18h, 20h, enfin peu importe, en fonction des activités où on est un peu coincé par rapport à un planning dans une structure, une entreprise ou quoi. L'idée, c'est de pouvoir jongler en fonction de son temps. Et moi, ce qui me va et ce que je trouve assez intéressant, c'est de pouvoir identifier finalement son rythme de vie dans la semaine et d'identifier en fait quels sont les temps où on est disponible. Typiquement, si je choisis d'être dispo le vendredi après-midi parce que j'ai pas envie de travailler le vendredi après-midi, mais que j'ai quand même envie de réaliser des actions ou une activité, potentiellement ça peut être intéressant pour pouvoir avoir derrière son week-end de libre ou ses soirées de libre dans la semaine. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis aussi, parfois entre plusieurs contrats, il y a des associations, des organisations dans lesquelles on peut s'engager de manière assez importante à des moments clés dans l'année. Et ça peut être un élément assez intéressant parce que j'ai 2 semaines, j'ai 1 semaine, j'ai 1 mois entre 2 missions. Et là, ça peut me permettre finalement de pouvoir m'engager, de me mettre à temps plein sur une mission, j'ai envie de dire one shot, mais de fond, je retape toute l'identité de marque d'une asso, par exemple. Et ça, c'est clé parce qu'elle en a besoin, et Clara reviendra là-dessus. Et puis, et travailler d'évoluer dans son bassin de vie. C'est sûr que si on habite ici et qu'on doit aller travailler là-bas parce qu'on doit être chez son client ou qu'on a un cowork là-bas et que derrière la mission de bénévolat elle se trouve à l'autre bout du monde, effectivement, si c'est vraiment une mission, une structure dans laquelle vous voulez vraiment évoluer, ça c'est un choix. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile lorsque on est dans son flow au quotidien parce que du coup ça va être plus facile d'être disponible et de manière régulière. Typiquement, moi de mon côté, au-delà de la partie localisation, en fait, les engagements que j'ai sont beaucoup autour du mentorat, du partage de connaissances, du partage d'expériences en termes de métier et d'orientation, parce qu'en fait, finalement, ça fait partie de mon quotidien. Et passer un coup de fil de temps en temps à un mentoré ou quoi, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je peux le faire dans les transports, je peux le faire à différents moments qui m'empêchent pas de dédier un temps et de le bloquer dans mon agenda. Donc, ça me permet de garder un peu d'être adaptable. J'ai plus le mot en tête que je voulais, mais voilà, d'être flexible. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'identifier ces points clés dans son quotidien et de pouvoir greffer son engagement là-dedans. Ok, et du coup, je vais peut-être pas attendre pour une question qui est arrivée entre deux et qui tombe du coup pile. Est-ce qu'on peut s'engager en travaillant à distance? Alors, du coup, oui et non, comme tu disais, mais est-ce qu'il y a des exemples peut-être de missions qui sont plus faciles à réaliser dans ce cadre-là? C'est une question de Nathalie. Ouais, bien sûr. Clara, tu veux prendre la parole déjà ou par rapport aux assos avec qui tu travailles? Ouais, complètement. Ce que j'allais dire, c'est que, nous, la plupart des associations qu'on accompagne, on réalise les missions à distance. Parce que le principe, c'est aussi de garder un accompagnement et de faire des missions qui sont flexibles et qui s'adaptent un peu, comme le disait Nassim, en fait, aux disponibilités de chacun. Et déjà, c'est
l'association sera toujours reconnaissante d'avoir des compétences qui lui sont apportées, et ça permet aussi d'avoir une flexibilité et pour l'association et pour le freelance. Donc complètement à distance, c'est complètement possible. Ça se fait ça se fait très bien. Moi, je sais sur tout ce qui est les missions un peu graphisme, toutes les missions, comme tu le disais aussi, d'identité visuelle, des choses comme ça, où en fait ça se fait par visio, où ça passe très bien, et tout se passe très bien dans ces missions comme ça. Donc, complètement faisable à distance. Et ça, je pense qu'au niveau... Et en fait, le mieux, c'est de vraiment voir au niveau de l'organisation de chacun, du temps disponible et de l'association, de la structure et de vous, votre temps que vous avez disponible pour cette mission-là, et de communiquer sur les moments où vous êtes les plus disponibles et comment ça... Enfin, je perds mon terme, mais l'organisation, que ce soit sur le temps de travail, que ce soit sur du distance ou pas du distance, ce genre de choses. Il faut vraiment en discuter, et généralement, c'est toujours faisable de trouver un point d'accord sur l'organisation. Et après, peut-être pour compléter sur d'autres types de missions, il y a le mentorat, qui est un vrai sujet. C'est même un grand axe depuis 2-3 ans là, d'un point de vue politique publique et avec pas mal d'entreprises. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'ailleurs, vous pouvez être un peu raccord aussi avec certains de vos clients qui ont lancé des politiques d'entreprise autour du mentorat. Donc, ça peut être aussi un point intéressant, vous, en tant que freelance, sur les valeurs que vous partagez avec vos clients. Mais au-delà de ça, voilà, effectivement, le mentorat, donc ça peut être en présentiel, à distance, en visio ou au téléphone. Donc ça va dépendre des associations avec lesquelles vous allez évoluer et en fonction de vous, vos besoins et vos enjeux. Ça peut être des missions qui peuvent être 1 heure toutes les semaines, 2 heures par mois. Enfin, ça va dépendre un peu des modalités de mentorat qui existent, ou de parrainage, ou d'accompagnement, de partage de connaissances. Tout ça, je trouve que c'est assez intéressant, notamment en tant que freelance, parce que ça permet aussi vous-même de vous replonger sur votre parcours. Et ça fait grandir, mine de rien. C'est assez chouette parce que on a affaire à des personnes qui ont des questions que vous vous êtes certainement posées. Et donc, ça fait un peu du rétro-planning, je sais pas comment on appelle ça, mais on regarde un rétroviseur. Et ça, franchement, je trouve que moi, ça m'a beaucoup fait grandir sur pas mal de sujets, le fait de repartager un petit peu mon parcours. Après, il va y avoir, par exemple, sur la solidarité. Il va y avoir beaucoup de missions sur du bénévolat, je sais plus le mot exact, mais d'écoutant. Donc, ça veut dire que passer des appels à des personnes isolées, personnes âgées ou en situation de handicap, notamment pendant les fêtes ou à des périodes un peu cruciales dans l'année, pendant les vacances d'été, où ça peut être très important d'aller passer des coups de fil à des personnes qui ne bénéficient pas beaucoup de visites, et de s'assurer qu'elles vont bien, qu'elles vont pouvoir discuter un petit peu, avoir un peu du quotidien, avoir des personnes avec qui parler, quoi, parce que mine de rien, c'est pas très... c'est un peu notre quotidien, nous, en tant que freelance, potentiellement, de parler avec des gens, mais il y a beaucoup de personnes, finalement, qui sont très, 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 très isolées. Et puis, dans la même dynamique, ça peut être des EHPAD qui peuvent avoir des besoins de personnes pour aller raconter des histoires, faire des lectures, lire. Ça peut se faire en présentiel, mais il y a quelques organisations qui font ce genre de missions aussi à distance. Donc, vous avez votre livre, vous lisez, vous partagez vos anecdotes de vacances, de machin, et ça permet aussi à la personne de se projeter, de voyager, d'écouter des belles histoires. Et ça, franchement, je vous garantis, c'est magique, autant pour vous que pour la personne qui est en face. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Et puis, depuis 3 ans, avec les événements qu'on a pu avoir d'un point de vue sanitaire, tout ce qui est télébénévolat s'est beaucoup développé. Donc, même si vous avez des compétences en comptabilité, en gestion, de toute façon, presque beaucoup de sujets autour du bénévolat de compétences peuvent être faits à distance. Parfois, les assos ont besoin que vous soyez sur le territoire parce que vous avez besoin de connaître le territoire, mais vous n'avez pas besoin d'être présent tout le temps au bureau. Donc, en fait, il y a pas mal de modalités. Le monde associatif est aussi en train de bouger par rapport à ce genre de choses parce que, en fait, le monde y bouge et les modes d'organisation évoluent, et en fait, aussi à ça. Vous pouvez même vous apporter de la compétence là-dessus, sur comment on se restructure, comment on met la visio dedans, comment on travaille. Et puis, dernier élément qui est très important aussi dans le monde associatif, c'est le bénévolat de gouvernance. Il y a beaucoup de besoins de présentiel quand même, parce qu'il faut être présent à des AG, etc. Néanmoins, il y a un gros besoin de la part des assos là-dessus, et ça peut être aussi une porte d'entrée intéressante. On arrive rarement tout de suite administrateur ou administratrice. Néanmoins,
c'est des besoins que les assos ont, d'avoir des référents, des représentants, des comités scientifiques, etc. Et ça peut être aussi des actions que vous pouvez faire. Moi, par exemple, je fais partie d'un comité de labellisation d'une association qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre. Et ben, en fait, on se voit en visio tous les mois. Et 2 fois par an, on se voit en présentiel à Paris ou ailleurs. OK, merci beaucoup pour ces retours. Ensuite, on avait une autre question, plutôt pour, Nassim du coup. Comment tu présentes tes activités bénévoles? Est-ce que déjà tu les présentes ou pas? Comment tu les valorises sans, enfin la limite est toujours un peu, délicate pour présenter ce genre de mission, donc comment tu fais? Alors, un peu comme je disais tout à l'heure, en fait, finalement, moi, je suis devenu freelance parce que j'avais développé cette envie d'engagement dans le monde associatif. Bon, j'ai fait pas mal de missions en entreprise, mais je me suis jamais trop posé la question de salarié, pas salarié ou quoi. En fait, moi, j'aimais bien être engagé dans mes activités, quelles qu'elles soient, professionnelles ou bénévoles, ou même autres. Et du coup, l'idée, c'était enfin, moi, finalement, je me suis créé un storytelling. Enfin, je l'ai identifié finalement parce que j'ai essayé de me replonger un peu dans c'est quoi mon parcours, c'est quoi mon histoire, qu'est-ce qui fait que j'avais des sujets sur lesquels j'avais envie de travailler. Et en partant de ça, je me suis retourné pour regarder un peu ce qui s'est passé. Et j'en ai fait finalement un peu comme une image de marque quand on a sa boîte, une entreprise ou quoi. Et donc aujourd'hui, quand j'évolue avec des clients, des partenaires, des prestataires ou quoi, l'idée en fait, c'est que je me présente tel que je suis, avec mes engagements, mes missions, mes compétences, mes savoir-faire. Et en fait, j'évolue dans, j'ai ciblé mes engagements sur des compétences que j'ai apprises d'ailleurs en tant qu'engagé, mais que j'ai envie de partager. Et en fait, je reste là-dedans finalement. Et il y a pas mal de freelance qui parlent autour de, j'ai plus le mot exact, mais de créer tout un écosystème de freelancing en termes de mission. Et ben en fait, moi finalement, cet engagement-là, il rentre là-dedans. Et j'en ai fait vraiment une voilà, je sais pas, Paolo Coelho, il parle de légende personnelle. En fait, finalement, voilà, c'est mon image de marque, mon identité. Donc, sur ma page LinkedIn, mon profil LinkedIn, en fait, j'ai écrit cette histoire-là. J'en ai fait un manifeste. Sur des grosses missions de bénévolat importantes, je les mets dans mes activités. Pour moi, que je sois bénévole régulier depuis des années ou quoi dans une asso, en fait, pour moi, c'est une expérience professionnelle dans le sens où, en fait, c'est une activité à part entière. Elle a de la valeur. C'est pas juste je fais ça parce que j'ai du temps. Non, non, ça a beaucoup de valeur en fait. Et c'est du travail qui n'est pas rémunéré, c'est du bénévolat. Mais ça veut dire que ça a un impact dans la société. Ça a de la valeur ajoutée pour des personnes qui en ont besoin dans une organisation avec des modes de communication, des engagements, etc. Donc finalement, c'est un engagement pour moi aussi important qu'une mission professionnelle. Donc finalement, moi, je la mets au même niveau. Après, il y a des choses que je mets un peu de côté parce que j'estime que j'ai pas besoin de communiquer sur tout. Donc, je mettrai, par exemple, dans la case bénévolat, mes actions de mentorat. Mais les 2-3 comités dans lesquels je siège, en fait, je les mets comme une mission à part entière. Et ça, je la raconte parce qu'en fait, c'est un écosystème que j'ai développé en parallèle aussi de mon activité de freelance. Et peut-être pour finir sur la partie résultats obtenus, etc., je pense que c'est important de travailler là-dessus parce qu'on va vous challenger beaucoup en tant que freelance sur cet aspect-là. Et en fait, mine de rien, aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est pas forcément facile à le raconter comme ça, mais être engagé, c'est d'une certaine manière être performant. Il ne faut pas partir à la course à la performance à tout prix, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Néanmoins, si je m'engage dans une organisation, c'est pour lui donner le meilleur de moi-même, avec toutes les possibilités que j'ai, bien sûr. Et ça se valorise, ça aussi, en fait. Ça fait, j'ai développé une identité de marque pour une organisation, ça m'a pris tant de temps. J'ai fait tels axes, tels axes, tels axes. Voici la méthode que j'ai utilisée. D'ailleurs, il faut faire preuve d'adaptabilité et de souplesse parce qu'en fait, vous évoluez avec des personnes qui n'ont pas le même niveau d'exigence ou le même niveau de méthode par rapport à une entreprise où on a tout structuré, tout processé. Et donc là, ça montre aussi beaucoup d'adaptabilité. Pour des personnes qui travaillent avec des PME, par exemple, en fait, on peut retrouver pas mal de choses. Le patron ou la patronne de PME, en fait, vous travaillez avec une personne, c'est pas quelqu'un qui a processé tout son système. Et dans le monde associatif, il y a beaucoup de types d'organisations, mais la majeure partie, c'est des petites assos qui ont besoin de se structurer, de cadres. Et en fait, vous allez devoir vous-même aller avoir apporté cette partie méthode. Et donc ça, c'est des éléments que vous pouvez partager aussi en termes de résultats ou d'expériences partagées.
Ok, parfait. Complètement. Et si je peux juste compléter, je sais que il y a déjà plusieurs entreprises ou autres structures qui m'ont appelé pour demander des références par rapport à des freelances qui ont réalisé des missions auprès d'associations. Et c'est vraiment, c'est considéré comme une vraie expérience, une vraie expertise. Et de réaliser des missions comme ça, faut vraiment pas hésiter à les mettre sur les CV parce que ça compte comme une expérience vraiment professionnelle et professionnalisante. Donc, faut pas hésiter. Du coup, on va te laisser ton micro ouvert parce qu'effectivement, tu parles des expériences et donc du coup, je crois que tu peux nous en dire un peu plus sur ce dont les associations ont besoin concrètement, vous en tant que freelance, sur quoi est-ce que, en fonction de vos métiers, vous pouvez vous mettre en avant et aider une asso. Avec plaisir. Nassim l'a déjà un petit peu dit, tout ce qui est gouvernance, etc. Mais pour revenir un petit peu sur le début, le commencement des besoins des associations, je pense que c'est un secret pour personne, mais le monde associatif, il y a un souci qui est principal, c'est les recherches de financement. C'est comment trouver de l'argent pour réaliser les activités. On voit en ce moment vraiment une vraie baisse des subventions publiques. Donc les associations ont de plus en plus besoin de développer de nouveaux moyens en fait de trouver des financements. Voilà, c'est un peu le nerf de la guerre. Et en fait, peu de subventions, ça signifie qu'il y a peu d'argent pour payer notamment les fonctions support des associations. Donc les fonctions support, donc tout ce qui est vraiment sur l'organisation, parce que la plupart des subventions vont être données pour réaliser en fait les opérations de terrain. Et donc c'est quelque chose qui manque vraiment, c'est sur les fonctions support, d'où le besoin de structuration et d'accompagnement sur la structuration, comme Nassim l'a dit un petit peu plus tôt. Ça, c'est vraiment un besoin que moi, je vois de manière extrêmement régulière avec toutes les associations avec lesquelles j'échange. Quasiment toutes ont des besoins sur tout ce qui est recherche de financement et organisation de manière assez générale sur comment on va chercher de l'argent, comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on se vend. Parce qu'en fait, on demande aux associations à l'heure actuelle de se présenter d'une manière de plus en plus professionnelle, ce qui est bien, les associations sont des structures professionnelles, mais en même temps, on ne peut pas demander à un éducateur spécialisé de savoir comment marketer son offre et comment communiquer de manière claire, fluide, etc. sur ce qu'il fait, parce que c'est pas son métier. Et donc en fait, on demande aux associations de plus en plus d'avoir des mesures d'impact, d'avoir vraiment des présentations très claires, chose qu'en fait elles n'ont pas les compétences en interne et pas forcément non plus du coup les financements pour acquérir en interne les compétences qui leur permettent de se présenter d'une telle manière et d'avoir de plus en plus de financement. Donc ça, c'est vraiment un besoin qui est le plus récurrent, qui va avec tout ce qui est le numérique et la communication. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un chiffre qui est quand même assez marquant. C'est une étude de 2022, je crois, il y a 76% des associations qui déclarent qu'elles rencontrent des difficultés avec le numérique en 2022. Donc, c'est énorme. Et c'est vraiment un énorme besoin. Je sais que la plupart du temps, c'est vraiment vers des freelances qu'on se tourne, nous en tout cas, pour trouver ces compétences et ces besoins, pour pouvoir y répondre. Ça peut être des missions courtes, ça peut être des missions pas forcément sur du long terme, mais ça peut être vraiment les aider sur un coup de main, sur la charte graphique, sur le site internet, essayer de refaire un peu un coup de remise au goût du jour, on va dire ça comme ça, parce que voilà, les sites internet qui ont été réalisés il y a 10 ans ne correspondent plus forcément à ce qui est fait maintenant, ni à disons, l'identité visuelle à laquelle on est habitué en ce moment. Donc elles ont vraiment besoin d'aide sur ce point-là, tout ce qui est communication, que ce soit vraiment sur créer une charte graphique, revoir un petit peu un logo, faire des flyers de présentation. Ce sont des missions qui peuvent être un peu des missions one-shot, mais qui vont vraiment permettre aux associations de gagner en compétences et aussi en professionnalisme et en crédibilité aussi lorsqu'elles présentent leurs activités pour des entreprises notamment. Sur les ressources humaines. Comme on l'a dit, Nassim, il y a 3 ans, donc, on est dans une crise, la crise sanitaire, en fait, elle a vraiment changé la manière de faire et le bénévolat. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de bénévoles, notamment dans les gouvernances, qui étaient principalement des personnes plutôt âgées, qui se sont retirés avec la crise sanitaire de leur engagement associatif. Et en ce moment, on a une réelle crise au sein des associations sur tout ce qui est gouvernance, engagement à long terme,
et trouver des bénévoles de manière globale, en fait. Parce que la plupart de ces activités reposent également sur du bénévolat. Il y a des professionnels, il y a des salariés, mais beaucoup d'activités reposent sur du bénévolat. Nassim parlait de mentors, il y a aussi également tout ce qui est des maraudes, des choses comme ça. C'est vraiment des gros besoins. Et à l'heure actuelle, les associations ont vraiment du mal à trouver des personnes qui restent et qui restent pour longtemps, pour les fidéliser. Voilà, ça c'est vraiment un gros besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je ne vais pas forcément m'étaler, mais également sur des besoins, comme on l'a dit, stratégiques, sur tout ce qui est l'organisation de l'association, etc., et le juridique. Ça, c'est une compétence qui coûte généralement aussi assez cher, qui est assez difficile à trouver, et c'est des vrais besoins de conseils, en fait, même sur une simple question où l'association a un doute au niveau juridique sur ce qu'elle souhaite faire, ce qu'elle aimerait mettre en place et comment le mettre en place pour que ce soit légal. Donc parfois c'est juste une situation où en fait elle se retrouve bloquée et elle ne peut pas avancer ou pas mettre en place ses activités parce qu'elle n'est pas certaine du cadre donné à cette activité. Et voilà, un petit peu les besoins de manière globale. Je sais pas si Nassim, tu veux compléter ou si toi, tu en as vu d'autres, enfin observé d'autres. Non, je pense que ça a été assez exhaustif là sur les besoins. Après, pour mettre plutôt de manière globale, il y a aussi des besoins au niveau territorial. En fait, il y a les assos qui parlent d'aide et qu'on identifie plus ou moins. Donc, soit les grosses structures historiques, hein, on entendait les Restos du Cœur il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 mois à la télé. Il y a les banques alimentaires qui ont fait une grosse campagne collecte nationale en mois de novembre. Bon, il y a pas mal d'acteurs associatifs qui ont un peu de budget, un peu de moyens de communication, etc. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de besoin, mais elles s'organisent parce qu'elles ont les moyens de s'organiser et les possibilités, pour rebondir un peu sur ce que disait Clara. Il y en a qui arrivent à le faire, mais la majeure partie, elle ne peut pas. Donc, il y a aussi ce truc d'aller voir au niveau du territoire quels sont les besoins. Et ça peut être vraiment pas mal parce que finalement, le petit peu que vous allez pouvoir donner, quand je dis un tout petit peu, c'est que vous pouvez estimer, ou des fois on estime que c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est ultra puissant. Parce que, en fait, ce coup de main juridique, le fait de pouvoir commencer une première fois et de revenir après toutes les semaines, toutes les 2 semaines, peu importe le rythme que vous allez avoir avec l'asso sur le long terme, ça, en fait, vous allez vraiment changer la donne. Et vous allez être vraiment la pépite qui va permettre à l'organisation de l'association de pouvoir décoller et d'atteindre le résultat qu'il souhaite obtenir. Et ça, faut pas le minimiser parce que vous allez être une ressource clé ou une pépite. Enfin, vraiment, ça, je pense que c'est important de pouvoir l'avoir en tête. Ok, merci pour ces précisions. Donc là, c'était une question pour vous deux. Donc je vais vous laisser voir qui veut répondre en premier. Mais justement, en fonction de ses compétences et de tout ce qu'on s'est dit, comment intégrer ça dans son activité, mais aussi comment le faire évoluer pour que ça corresponde pleinement à son organisation et ses valeurs. Comme tu veux. Non, mais avec plaisir. D'accord. Alors, principalement, je pense que c'est un peu ce qui a été dit aussi avant, mais de vraiment savoir quelles sont les causes qui vous parlent, quelles sont les valeurs que vous avez envie de mettre en avant et aussi quelles sont celles qui vous tiennent à cœur. Parce qu'une mission bénévole, c'est quand même quelque chose qui va s'ajouter et à votre quotidien et à votre travail en tant que freelance. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui vous parle et qui vous anime, qui vous donne vraiment envie. C'est pour ça que moi, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'aller à la recherche d'associations qui ont des activités qui vous donnent envie, qui ont une mission qui vraiment vous parle et vous vous dites, ok, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est la pierre que j'ai envie d'apporter dans notre société, elle est à ce niveau-là. Elle est, que ce soit sur l'écologie, sur comme on a dit, le mentorat, sur la distribution de repas, sur, je sais pas, n'importe quoi, il y a tout. Il y a vraiment des associations sur tous les sujets. Donc ça, vous pouvez être sûr que vous allez forcément en trouver une qui a un sujet qui vous parle et qui vous plaît. Le deuxième conseil, c'est de vraiment parler en amont avec l'association de la mission et de ses besoins. Une bonne mission, pour moi, c'est une mission où vous allez vous sentir utile, où l'association va vraiment se rendre compte aussi de ce que vous allez apporter et où vous allez voir en fait le fruit de votre travail à la fin.
C'est-à-dire que ce soit avec les remerciements des personnes que vous accompagnez, que ce soit avec l'association qui vous dit ah ben merci, ça m'a permis de me présenter de manière plus professionnelle, ça m'a permis d'avoir un site qui reflète vraiment mes valeurs et mes activités, etc. Donc vraiment parler en amont des besoins de la mission et de ce sur quoi vous allez travailler, et de discuter aussi de comment justement vous allez travailler et vous organiser. C'est-à-dire, là, on revient à la question de en distance, en présentiel, le temps d'engagement, le temps disponible, parce que comme c'est en plus et de votre vie et de votre travail, il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui vous prenne trop de temps, et que ça ne sert à rien de surestimer ce que vous allez faire, parce que même si pour vous c'est une petite mission et c'est que 2 heures par-ci par-là, pour l'association et pour ce que vous allez faire, ce sera toujours intéressant et ça vaudra toujours le coup. Donc ça sert à rien de dire vous inquiétez pas, je serai là 4 jours par semaine, alors que non. Normalement non. Après si vous voulez, pourquoi pas. Mais normalement ça m'étonnerait peu. Ça m'étonnerait que vous arriviez à faire ça, mais ça sert à rien de survendre votre temps. Et vraiment faites avec vos disponibilités pour que ça convienne à tout le monde. Voilà un peu les conseils que j'aurais à donner pour un bon début de mission et pour bien encadrer. Sur l'identifier, les causes et les valeurs, il y a un exercice que je trouve assez intéressant que j'avais fait il y a quelques années. C'est de mettre d'un côté les sujets qui nous touchent, en réfléchir un petit peu en fonction de ce qu'on voit dans l'actualité, des histoires qu'on nous raconte au quotidien, etc. De vraiment identifier voilà, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui résonne en nous. Et à côté, de mettre les grandes thématiques de notre société, les grands sujets, les grandes causes, les problématiques qu'on peut identifier. Et en fait, en mettant ces deux éléments un peu en liste, vous pouvez derrière, comme on faisait quand on était à l'école, croiser finalement celles qu'on a des deux côtés et partir de là pour après trier et savoir finalement là-dedans qu'est-ce qui va nous motiver, qu'est-ce qui va nous tenir, qu'est-ce qui va nous permettre de garder de l'énergie. Parce qu'en fait, on parle beaucoup on peut parler, on entend parler de pas mal de burn-out militants ou de bénévoles ou engagés. Et je suis en train de vous dire, ne faites pas de bénévolat, ça va vous faire un burn-out, c'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on parle de ça dans l'écosystème. Ça, c'est un sujet, mais c'est un peu spécifique. Mais en fait, l'idée, c'est de travailler sur l'énergie. Faites des choses qui vous apportent de l'énergie. Parce qu'en fait, si vous allez réaliser un engagement pour X raisons et que finalement vous fatiguez, quand je dis fatigué, ça peut être mentalement, moralement, on a le droit d'avoir la flemme des fois, hein, on a un engagement, on y va un peu reculons, mais en fait, une fois sur place, on se rend compte que les gens avec qui on est, la relation qu'on a avec l'écosystème, que ce soit les personnes bénéficiaires ou les gens de l'association ou des intervenants extérieurs, peu importe, l'écosystème dans lequel on est, ou peut-être parce qu'on va en forêt, parce qu'on va dans notre ville d'enfance, ou moi je fais des interventions dans mes anciennes écoles à titre bénévole. En fait, ça me fait toujours kiffer. Il y a des fois où je me dis j'ai trop de travail et tout, ça va être la galère, j'ai 1 heure de transport, patati patata. Mais en fait, quand je suis sur place, je suis trop content. Et je repars de là, j'ai un boost de trucs, j'ai envie de déplacer des montagnes. Et en fait, travailler sur cette notion d'énergie, et moi, c'est autant valable en termes d'engagement qu'en termes de freelance, parce qu'en fait, si on évolue dans des écosystèmes dans lesquels on n'est pas à l'aise, en fait, ça ne résonne pas et en fait, on est en dissonance. Et je pense que ça, c'est vraiment clé en tant que personne qui souhaite s'engager, parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir le cap et de courir le marathon et plutôt qu'un sprint. Parce que on peut commencer à 1 heure par-ci par-là et finalement, au fil du temps, en itération, soit on monte, on évolue dans l'organisation, soit on évolue dans la mission, on propose des idées, on développe et on essaie de construire quelque chose. Et ça se fait sur le temps long. Ça peut pas se faire en 2 semaines, les résultats. Et ça me permet de revenir aussi sur un sujet, c'est d'identifier les résultats que vous voulez avoir. C'est très bizarre de le formuler comme ça dans l'écosystème associatif. Mais moi, je l'ai vécu depuis que j'ai 15 ans, 11 ans que je suis bénévole. Je vois Jean-Luc qui partage demain.org, c'est une association article 1 que je connais très bien, j'ai même été bénévole pour l'asso. Merci Jean-Luc. Il y a un élément sur le fait de pouvoir, je sais même plus, j'ai perdu mes mots, Clara, je sais pas si je t'ai vu sourire au moment où j'ai parlé de ça. Oui, les résultats que vous voulez obtenir. Il y a des personnes qui commencent à s'engager et qui se disent mais je vois pas l'impact que je fais. Eh ben, bien sûr, mais c'est sur le temps long. Donc, je pense que c'est important aussi, en parallèle de mettre les causes, les valeurs, la temporalité qu'on a, et dans sa manière d'itérer, de se dire c'était quoi mon intention de départ?
Ça, je pense que l'intention, c'est toujours clé. Comme on parle du why dans les entreprises, etc. Mais en fait, quand on s'engage, et peu importe la modalité d'engagement, l'intention de départ, elle est très importante pour moi. Et du coup, par rapport à cette intention, qu'est-ce que je veux voir comme résultat? Qu'est-ce que je veux découvrir? Qu'est-ce que je veux atteindre? Et en fait, ça vous permet finalement de vous positionner et de ne pas vous essouffler. Et de vous dire, bon, en fait, moi, j'ai envie de voir ça comme résultat. Et ça, c'est nécessairement dans le temps long. C'est pas parce que vous allez, je vais être peut-être un peu caricatural, mais vous faites 2 maraudes, c'est sûr qu'on ne va pas résoudre la problématique de la faim dans notre société. Néanmoins, de se dire, voilà, moi je sais que à chaque personne que je vais rencontrer, chaque personne que je vais voir, chaque action que je vais faire, en fait, je vais voir un sourire, je vais avoir un retour d'expérience, je vais avoir des gens qui vont me faire grandir parce qu'en fait, moi je suis dans mon écosystème, en fait, je vais découvrir des enjeux, des trucs, des machins que j'avais jamais imaginé. Et en fait, c'est peut-être un peu de travailler aussi là-dessus, chose dont on pense pas, choses auxquelles on pense pas forcément lorsqu'on s'engage. Et puis, moi, je mets beaucoup aussi de valeur au cadre social. Et ça, on n'y pense pas forcément. Et c'est aussi pour ça, depuis quelques années, qu'on voit des personnes qui s'engagent une première fois avant d'aller plus loin. C'est que, historiquement, ça se fait beaucoup par le bouche à oreille. Et pourquoi le bouche à oreille? Parce que c'est des cercles concentriques de personnes qui se connaissent. Parce que on vient tous de la même boîte et il y a un machin qui a créé un truc, un partenariat avec telle association. Et en fait, à la retraite, on ramène tout le monde. Ou parce que, en fait, moi, j'étais au conseil municipal des enfants. Mais en fait, j'ai mes premières missions de bénévolat, c'était avec les EHPAD et l'hôpital national de là où j'ai grandi. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, avec les réseaux, quand je parle de réseaux, c'est pas les réseaux sociaux, mais les réseaux de gens, ils sont tellement divers et un peu éclatés, machin, etc., que finalement, on peut découvrir des assos, des organisations un peu de n'importe où, avec notamment les plateformes numériques et autres, que définir le cadre social, alors qu'avant, c'était le pote qui nous en parlait, en fait, si lui, il s'y sent bien et que moi, je l'aime bien, potentiellement, je vais bien aimer. Sauf qu'on n'a plus toujours ce genre de relation. Et se poser la question de est-ce que j'ai envie d'être seul et autonome? Est-ce que j'ai envie d'être dans un écosystème? Est-ce que j'ai envie de faire des grosses journées où on se donne de l'énergie, paf, on commence le matin, on fait la préparation, on fait ci, je prends le véhicule, je fais une maraude, je fais machin, je fais truc. Et ça aussi, ça peut être intéressant soit parce que vous voulez aller plus loin dans ce que vous faites déjà, par exemple, en tant que freelance, soit parce que vous voulez faire des choses que vous ne faites pas en tant que freelance. Je vais faire un gros cliché et on va dire c'est le bizdev qui parle, mais je suis derrière mon ordinateur, je fais de la créa ou du dev toute la journée. Et en fait, j'ai peut-être envie d'aller rencontrer des gens, mais beaucoup de gens. Moi, en tant que business développeur, je pourrais me dire, en fait, j'ai envie d'un truc un peu calme où je suis en mode niche parce que je fais des rendez-vous toute la semaine. Le week-end, quand je m'engage, j'ai peut-être envie d'être un peu plus chill. Pour le coup, moi, au contraire, j'ai encore envie de faire ça parce que du coup, c'est un rythme de vie que j'ai. Voilà un petit peu, c'était peut-être un peu long, mais je trouve que c'est 3 éléments qu'on ne met pas assez en avant parfois quand on se pose la question de s'engager, qui sont assez intéressantes à avoir en tête. Merci beaucoup pour ces présentations. Et donc, avant de finir par les questions, peut-être pour un mot de la fin, est-ce que finalement l'associatif c'est un terrain de jeu pour les compétences? Je pense qu'on a déjà la réponse, mais voilà, si peut-être Clara, tu veux commencer sur cette partie. Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, clairement, l'associatif, c'est un terrain de jeu pour les compétences. Comme on l'a dit avant, c'est juste que vous allez choisir, vous, ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie, et vous allez pouvoir expérimenter, vous allez pouvoir mettre en pratique des compétences auxquelles vous avez songé, que vous pensez avoir, vous n'étiez pas forcément sûr, ou dans vos anciens boulots, vous n'avez pas forcément pu les mettre en application. Et là, en fait, vraiment, dans mon associatif, l'idée, ça va être que les personnes, elles vont vous faire confiance. Elles vont vous confier un projet, une demande, et vraiment, vous allez avoir votre rôle, votre place, et vous allez pouvoir expérimenter ce que vous voulez faire. Après, toujours en cadrant sur, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Bien sûr qu'avec l'association, vous vous mettez d'accord sur ce qui va être fait, réalisé, etc. Mais l'idée, ça va être aussi de pouvoir être force de proposition. Si vous avez une idée, c'est des compétences, comme on l'a dit, que l'association n'aura pas forcément. Donc, si elle a quelque chose en tête, mais vous lui dites « Ah, mais en fait, ce site internet, tu l'imagines comme ça, mais viens, on peut le faire comme ça »,
souvent, l'association va être d'accord. L'idée, ça va être vraiment de pouvoir être en discussion et de faire en sorte de développer des compétences et de pouvoir expérimenter un petit peu des choses que vous n'avez pas pu faire avant dans des cadres peut-être un peu plus fermés. Ça va aussi vous ouvrir un autre monde, une autre façon de travailler. C'est-à-dire que peut-être que dans les entreprises pour lesquelles vous avez déjà travaillé, ça peut être peut-être plus carré, ça peut être avec l'objectif vraiment de rentabilité, l'objectif, voilà, des objectifs qui sont peut-être un petit peu différents que dans le monde associatif. Et ça va être une façon peut-être différente de travailler qui va peut-être vous convenir ou pas forcément, mais ça va être aussi le moyen de tester. Comme on le disait au tout début, c'est aussi de sortir un petit peu de sa zone de confort, de voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, et d'aller peut-être au-delà de ce que vous connaissez. Pour moi, le monde associatif, ça permet de faire des rencontres aussi, et on apprend en rencontrant des gens. Enfin, personnellement, moi, je sais que j'apprends beaucoup dans les rencontres, dans le fait de rencontrer des associations, des acteurs du monde associatif qui te parlent toujours de « Ah, mais t'as vu un tel qui fait ça, ça devrait t'intéresser ». Et en fait, ça permet aussi de s'ouvrir et de découvrir des choses auxquelles, personnellement, moi, j'avais pas forcément accès avant ou le temps de le chercher. Alors que là, c'est des personnes avec lesquelles, généralement, vous avez des valeurs et des valeurs en commun qui vont vous permettre de découvrir tellement de choses et de mettre en pratique des choses que vous n'aurez pas forcément fait avant. Moi, je le vois vraiment comme un terrain de jeu et de rencontre et de découverte, le monde associatif. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Clara sur le terrain de jeu de rencontre, de découverte, d'expérience. Je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire. Par contre, je pense que c'est intéressant d'avoir en tête que faut se laisser surprendre, pas avoir forcément de présupposés, de préconçus ou d'identifier ce qu'on cherche et d'aller le chercher, bien sûr, mais par contre de laisser les chakras le maximum ouverts, parce que plus vous êtes ouvert, plus vous allez apercevoir, découvrir, ressentir des éléments dont vous n'aviez pas forcément connaissance ou identifié. Et c'est un peu comme quand on voyage. Moi, j'aime beaucoup voyager. En fait, j'ai un plan global, mais je mets pas de plan détaillé. Et en fait, ça me permet d'être réactif en fonction de toutes les situations et de découvrir en fait des trucs, quoi. Enfin, et ça, je pense que c'est assez puissant parce que des fois, on fait des connexions incroyables avec les personnes. Moi, je suis un peu comme Clara, j'apprends beaucoup des rencontres et des gens avec qui j'échange. Et c'est vraiment ça mon moteur et mon énergie. C'est qu'est-ce que je vais apprendre de plus, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme point commun avec les autres. Et je pense que libre à vous en fait d'évoluer finalement et de vous laisser découvrir un peu comme on fait, je sais pas moi, son marché, quoi. Enfin, quand vous regardez un peu, vous dites qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir, on va regarder un petit peu quels sont les légumes du moment, qu'est-ce qui est dispo, qu'est-ce qui est machin. Et en fait, pareil, quand vous engagez, je viens avec une intention, je fais ce que j'ai à faire. Restez à l'écoute de ce qui se passe, parce que vous vous rendrez compte que peut-être qu'ils ont besoin d'un comptable et en fait, à l'époque, vous avez fait un peu de comptable, peut-être que vous pouvez filer un coup de main et après vous allez rentrer dans un truc et demain vous allez être administrateur, président ou présidente de l'association et en fait vous allez sauver le club de foot ou le club de gym ou je ne sais quoi qui était en galère depuis quelques temps, quoi. Et ça pour moi c'est la petite cerise sur le gâteau, quoi, de l'engagement. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi et surtout sur le fait, comme tu l'as dit, de vraiment ouvrir et accepter. C'est vrai que parfois dans mon associatif, on est quand même, comme on l'a dit un petit peu avant, en manque de main-d'œuvre, on va dire ça clairement. Hein. Et en fait, souvent, on va vous proposer des missions auxquelles vous n'aviez même pas forcément pensé. Enfin, je sais que moi, ça m'est arrivé. J'étais arrivée pour vraiment faire une maraude et j'y allais pour faire de la distribution alimentaire et j'y allais de manière très, très régulière. Et au bout d'un moment, on m'a dit, là, on est en manque d'un prof de français. Pour nous, tu es la personne la mieux qualifiée pour le faire. Moi, j'étais là, mais je n'ai jamais donné de cours de français. Et en fait, j'ai appris un peu sur le tas. Mais en fait, si on vous le propose, c'est qu'on considère que vous avez les compétences aussi et de s'ouvrir à ça. Et en fait, si vous le faites pas et si vous n'êtes pas oui, ça veut dire qu'en fait, il n'y a personne. Donc finalement, autant tester, autant apprendre des choses et vraiment découvrir. Et moi, je sais que j'ai été surprise de ce qu'on est capable de faire, en fait. Et j'ai vraiment fait des choses que j'avais jamais pensé, mais juste parce que y avait besoin, que j'étais là et que du coup, ça s'est fait et c'était super. Et j'ai appris vraiment de toutes mes expériences comme ça en ouvrant les chakras, comme l'a dit Nassim. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'ouvrir et en fait... au pire que vous êtes honnête, vous dites ce sur quoi vous savez que vous avez compétence ou pas.
mais vous pouvez apprendre aussi, et si on vous le propose, ayez confiance aussi dans le fait que la personne vous le propose, et ça vous permettra d'avancer là-dessus. Voilà un petit conseil. Top. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se retrouver là-dedans. Il nous reste un peu de temps du coup pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Donc du coup, je vais les reprendre. La première, on y a répondu tout à l'heure. Il y avait une question de Louis-François. Est-ce que le bénévolat s'applique à toutes les structures, SASU, EI, etc. Je pense que la réponse est oui, puisque de toute façon, c'est bénévole, donc c'est indépendant en fait de votre statut juridique. Et Nassim, tu veux ajouter peut-être? Vas-y. Ouais, faire une petite précision, sauf si Clara, c'est un peu votre spécialité chez Pro Bono, mais pour moi, il faut distinguer quand même l'engagement bénévole du mécénat de compétences. Même si dans les formes d'action ou les formes d'engagement, il y a, globalement, c'est la même chose. Sur le statut de responsabilité juridique, etc., c'est pas la même chose. Et votre intention n'est pas la même non plus. De fait, pour moi, ça l'est, même si on peut penser que c'est la même chose, mais c'est quand même pas la même chose. Donc là, on a vraiment parlé de bénévolat, même si sur les valeurs ou sur ce qu'on a partagé, ça y ressemble vraiment. Sur les modalités d'engagement et puis les conditions dans lesquelles vous vous engagez auprès de l'organisation, ça va être totalement différent. Donc, je pense qu'il faut vraiment le distinguer et c'est très important. Et en fait, l'écosystème fait tout pour pouvoir être le plus clair possible tout le temps. Et ça, il faut le clarifier directement avec l'organisation lorsque vous la contactez. Ou si on vous contacte, ou si on vous propose quelque chose, ou on vous demande, clarifier ça rapidement parce que ça peut créer des dynamiques qui sont pas simples parce que en fait, on s'est pas compris, on s'est pas mis d'accord. Et donc ça, il y a un élément, peu importe la modalité d'engagement et ce que vous faites, mettez-vous d'accord sur des éléments un peu précis. On a le droit à des marges de manœuvre, mais mettez-vous d'accord sur une direction, quel que soit le sujet de votre engagement. Très bien, merci. Ensuite, on a une question de Nathalie, je pense plutôt pour Clara. Les associations ont-elles des besoins en services administratifs? Oui, ça c'est aussi un énorme besoin qui est dû au service administratif. C'est aussi de la méthodologie sur le service administratif. C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire, des logiciels, des outils en fait que les associations ne connaissent pas forcément. Et elles ont vraiment des gros besoins pour un peu optimiser le temps qu'elles passent sur tout le temps administratif, etc. Donc ça, c'est ouais, complètement. Tout ce qui est soutien administratif, c'est quelque chose qu'on me demande aussi beaucoup. Parce que ça prend du temps, c'est très chronophage et souvent il n'y a pas forcément les compétences ou le temps en interne de le faire, donc complètement. Parfait, merci. Ensuite, question de Raphaël. Comment se faire connaître des associations? Est-ce que c'est dans ce sens-là ou c'est plutôt à vous d'aller chercher ça? Moi, je dirais un peu des deux. C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que se faire connaître, ça dépend. Si vous avez une idée déjà précise de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez faire, vous pouvez le mettre. Par exemple, sur LinkedIn ou autre, dire que vous êtes dispo pour telle ou telle mission en bénévolat. Et sinon aussi, c'est à vous d'aller chercher les associations qui vous donnent envie, qui vous parlent ou de faire connaître le bouche à oreille. Ça marche beaucoup. Si jamais vous avez des amis ou des connaissances ou de la famille qui est déjà engagée auprès d'une association qui vous parle, ça permet aussi de pouvoir rencontrer l'association. Mais pour moi, ça va un peu dans les deux sens. Et se faire connaître et aussi à vous d'aller à la découverte des associations. Je sais pas si Nassim, tu es d'accord ou toi, comment ça a fonctionné pour que tu ailles Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai que sur LinkedIn, vous pouvez le mettre. Si vous faites un peu de création de contenu, n'hésitez pas à le partager régulièrement, en précisant aussi ce que vous pouvez faire, dans quel temps, etc. Bon, après, ça dépend de vous. Si vous avez l'âme d'un influenceur ou d'une influenceuse, effectivement, jouez le jeu et c'est toujours drôle de toute façon. Donc, ça, faites-le. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans la manière de le valoriser, en fait, c'est de le raconter. Bon, on peut parler de virtuous signaling un peu sur LinkedIn parfois quand les gens en font des tonnes sur leurs engagements. Bon, après, ça a de la valeur pour les autres parce qu'en fait, ils se disent c'est possible. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre en faire trop et le faire juste.
Mais oui, en fait, aller chercher parce que vous faire connaître, en fait, c'est aussi d'aller les rencontrer. Il y a les forums des associations qui ont lieu chaque année, voire 2 fois par an dans certains cas, dans les villes dans lesquelles vous habitez. C'est une bonne manière aussi de découvrir l'écosystème qui est présent, parce que parfois on les voit pas si on ne va pas les chercher. On peut aussi découvrir des activités. Au-delà d'être bénévole, si vous faites une pratique sportive, peut-être vous pouvez être bénévole dans cette organisation-là si vous avez envie d'aller plus loin dans votre engagement. D'aller contacter le service de la vie associative dans la mairie, là où vous habitez, ou là où vous travaillez, ou de l'endroit où vous évoluez. Il y a des plateformes, donc on en a parlé tout à l'heure, jeveuxaider.gouv.fr, vous pouvez les regarder, il y a des filtres pour mettre par localité. Je vois Gauthier, par exemple, en région bordelaise, clairement, à Bordeaux, il y a beaucoup de missions. La ville de Bordeaux a même sa propre plateforme de bénévolat. C'est illimité, quoi. Parfois, vous pouvez aller à la boulangerie, vous allez avoir des flyers de l'association du coin qui sont sur le devant de la boulangerie, ou dans des petits commerces, vous avez des affiches, donc il faut être un peu attentif. C'est vrai que parfois, les modes de communication, ils peuvent être un peu old school. Il y a beaucoup sur Facebook, même si on n'est plus trop sur Facebook, mais dans le monde associatif, ça fonctionne encore pas mal avec Facebook. Instagram, ça bouge un peu aussi, mais c'est encore Facebook pas mal dans les groupes, etc. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu tous les canaux habituels où on peut avoir de l'information. Dans la PQR aussi, la presse quotidienne régionale, il y a beaucoup d'assos aussi qui parlent d'elle. Ça fait partie des premiers canaux de communication des petites assos ou des assos un peu locales là-dessus. Donc ça peut être marrant de voir une page. Il y a toujours une page un peu associative ou découverte, un peu des trucs comme ça dans la presse, et vous pouvez avoir une page un peu là-dessus sur les besoins. Ok, très bien. Ensuite, on a une autre question hyper intéressante de Audrey. Dans la mesure où on associe notre image de Free à l'association pour laquelle on devient bénévole, peut-on ou doit-on, d'une certaine façon, s'assurer du sérieux de ces assos, auxquels on propose des services, par exemple, est-ce qu'elles utilisent bien les dons, etc. Quel est votre conseil là-dessus? Super technique. Je ne sais pas si Clara, toi, tu as un peu d'expérience là-dessus quand même chez Pro Bono Lab, je pense, sur ce genre de questions. Pas forcément en tant que freelance, mais peut-être sur ce genre de sujet. Comment s'assurer du sérieux des associations? C'est assez compliqué comme question, parce que en fait, ça va être plus sur. Ça dépend quelle est la question sous-jacente. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que vous souhaitez vous engager pour l'utilisation des dons en soi, il y a beaucoup de réglementations pour les associations. Toutes les associations ont un commissaire aux comptes qui vient vérifier l'utilisation de l'argent, etc. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de fraude, normalement. Mais après, au niveau du sérieux des associations, est-ce que c'est au niveau de l'utilisation des dons, c'est parce que les dons sont utilisés pour, par exemple, plutôt des fonctions support plutôt que pour de l'opérationnel? Ça, si c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous déplaît, en fait, je pense que j'aurais besoin de plus d'informations pour pouvoir répondre pleinement à cette question, parce que en soi, le sérieux des associations, vous allez le voir aussi, je pense, en discutant avec elles, au niveau des actions réalisées, au niveau de ce qui est fait, de leur organisation, vous allez vous en rendre compte. Et le fait d'associer votre nom à cette association, en soi, c'est le cas, mais c'est aussi votre choix dans la manière dont vous allez le mettre en avant, dans votre implication, etc. Voilà, je pense que je sais pas si Nassim, tu peux compléter, parce que... Ouais, moi, je pense de manière générale, après, si on ne veut pas rentrer dans le détail, parce que c'est un peu complexe, comme tu disais, Clara, il faut voir un peu ce qu'il y a dans ta tête. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est comme dans n'importe quel engagement, que ce soit en amitié, en couple, au travail, c'est en fait d'aller chercher ce que nous, on veut identifier comme étant des éléments qui nous paraissent plus ou moins sérieux. Je pense qu'il faut quand même prendre du recul sur beaucoup de choses. Mais c'est à nous aussi d'aller poser des questions. Quand vous vous engagez dans une mission, dans une entreprise, pour une organisation, vous lui demandez c'est quoi les conditions de paiement, à quelle date, machin, les structures, les papiers, les documents. Enfin bref, vous vous mettez d'accord avec un contrat. Il y a des associations d'ailleurs qui ont des chartes ou qui ont des contrats d'engagement bénévoles, etc. Pour juste se mettre d'accord et mettre ça sur papier. Ça a une valeur juridique en cas de conflit ou de problématique, mais au-delà de ça, c'est plus vous de vous mettre d'accord et on l'a écrit, et ça peut être un mail, ça peut être un message sur Slack, peu importe, on s'en fiche, un texto. C'est juste entre vous, est-ce que vous voulez être d'accord? Mais dans cette dynamique-là, vous avez le droit aussi de poser des questions.
Après, bon, c'est plus ou moins compliqué à répondre en fonction de la personne qui est en face de vous, mais je ne sais pas s'il faut aller éplucher les comptes de l'association, je ne pourrais pas me prononcer sur la partie don, mais de manière globale, si vous voulez aller vérifier ce que l'asso fait dans leur mission, si jamais vous faites du support et que vous avez envie de vous rendre compte de ce que l'asso réalise comme action d'un point de vue impact et opérationnel, demandez-leur d'aller un jour sur le terrain. Enfin, je pense que c'est des choses qui se font largement et au contraire, ça montre aussi votre intérêt et l'engagement que vous avez dans l'association. Et bon, après, on n'est pas dans une, comment dire, en termes de méthode et tout ça, comme disait Clara, mais on n'est pas dans, on fait pas de l'audit. Donc, je pense que ça, c'est aussi important quand je disais prendre du recul, c'est que on n'est pas dans une logique d'audit. Mais si vous avez besoin d'être rassuré, juste lister les questions que vous avez et poser les questions naturellement. Et il ne faut pas avoir honte de poser une question qui pourrait fâcher. Après, je ne sais pas ce que tu as en tête, mais voilà un peu mon cadre général, quoi. Et aussi, généralement, les associations, elles rendent leur rapport d'activité public. Donc, n'hésitez pas à regarder leur rapport d'activité sur leur site ou à leur demander. Voilà, qui permet d'avoir une idée plus globale de leurs actions, de leurs partenaires financiers. Si vous avez des questions sur justement qui sont leurs partenaires financiers, est-ce que j'ai envie d'être avec une association qui est financée par Total ou autre, je sais rien, je cite ça. Voilà, n'hésitez pas à le demander. Généralement, c'est quelque chose qui est public. Ok. Merci pour vos réponses très complètes. On est pile dans les temps, c'est parfait. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions. On a mis le lien et je vais le remettre du coup de jevd.gouv.fr dans le chat. Hop. Voilà. Si jamais vous souhaitez vous engager, vous avez du coup cette liste. Il y a juste une dernière question peut-être. Y a-t-il une notion d'engagement dans le milieu asso dans le sens contractuel ? Alors, il y a une notion d'engagement. Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Une notion d'engagement. Ok. Vous pouvez préciser, s'il vous plaît. Alors, ouais, de préciser. Et sinon, comme l'a dit Nassim, je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui proposent des chartes d'engagement pour leurs bénévoles ou pour lorsqu'on a du mécénat de compétences ou lorsqu'on a des bénévolats de compétences ou même juste des bénévoles qui peuvent signer des chartes d'engagement, des chartes de bénévolat qui permettent de cadrer un peu la mission, de cadrer l'engagement, de cadrer ce qui va être fait et c'est pas vraiment un contrat, mais en quelque sorte parce que c'est signé par l'association et par le ou la bénévole. Ouais, après, dans plus de détails, selon les types d'engagement que vous pouvez avoir, par exemple, il y a des associations qui ont, vous avez potentiellement, on n'en a pas parlé d'ailleurs tout à l'heure, mais sur certains sujets comme tout ce qui concerne le médical, des associations de patients, des associations dans le milieu carcéral, par exemple, il y a des conditions et des cadres d'engagement, il y a de la formation potentiellement à avoir sur du bénévolat pour être écoutant, par exemple. En fait, ça peut être une demi-journée, une journée, 3 jours. Si vous vous engagez à la protection civile ou à la Croix-Rouge pour vous occuper, par exemple, dans les compétitions sportives, d'être aux premiers soins, etc. En fait, ça, c'est des écosystèmes, des environnements dans lesquels il y a des prérequis à l'engagement, pour rester un peu large et ça, cette charte-là, elle a beaucoup de valeur parce que il y a un engagement moral aussi. Vous imaginez une association qui vous donne une journée, 2 jours, 3 jours, 2 semaines, parfois il y a 3 semaines de formation étalée dans l'année, pour pouvoir acquérir une compétence clé spécifique dans la réalisation de votre mission. On peut être d'accord et s'entendre sur le fait que derrière, elle attend de vous un engagement plus ou moins important et plus ou moins régulier. Je sais que ça se fait, par exemple, dans certains cadres où, en fait, on vous a formé pendant tant de temps. Nous, on a besoin vraiment de vous 2 week-ends par mois et au moins sur 1 an ou 2 ans, ce qui peut être assez important. Néanmoins, c'est un cadre qui est quand même pour moi, au-delà du juridique, c'est vraiment le contrat moral que l'on a avec l'organisation. Et bien sûr, on peut avoir des événements dans notre vie, bien sûr, il peut y avoir des accidents, bien sûr, il peut... Tu es passé en mute, Nassim. On peut avoir des contraintes spécifiques et particulières. Néanmoins, c'est important de pouvoir se projeter là-dessus et d'être en adéquation et à l'écoute de ce dont l'organisation en face de vous a besoin. Et vous avez besoin aussi, parce qu'il y a vraiment, pour moi, cette notion de contrat moral, comme toute forme d'engagement et de relation qu'on peut avoir avec des gens autour de nous. Je pense que ça, c'est un élément qui est pour moi clé. Et aussi,
bon, je vais peut-être en parler, je pense que c'est important, mais sur la partie métier, activité professionnelle, il faut faire attention à ne pas vouloir mélanger. Parfois, on peut se dire, ah, tiens, je vais être bénévole, demain, je vais peut-être avoir du business. Dans les faits, ça peut exister. Enfin, il y a tout qui existe dans la vie, en fait. Enfin, les relations, les contacts, elles amènent à beaucoup de choses et on ne peut pas toujours maîtriser et on ne peut pas toujours faire ce petit chemin. Mais je pense que c'est important aussi de clarifier et c'est pour ça que je parlais d'intention tout à l'heure. Voilà, faut pas trop non mélanger. Des occasions peuvent se présenter, bien sûr, hein. Néanmoins, faut faire attention à ça parce que ça peut créer des circonstances pas agréables, ni pour vous, ni pour la personne en face de vous. Ok, merci beaucoup. On a un peu dépassé. Il y a une dernière question peut-être de Benoît, un peu toujours sur cette question d'engagement en tant que free. On n'a pas toujours d'un emploi du temps régulier, certaines semaines avec plusieurs journées de libre, bien remplies. Est-ce que ça colle avec le rythme des assos? Je pense que oui. Enfin, c'est un peu ce qu'on disait au début, mais voilà, c'est possible d'adapter. C'est ce qu'on disait au début, c'est que c'est complètement possible d'adapter et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien définir en amont et le dire à l'association en fait que il y a des moments où vous êtes plus ou moins disponible et si votre emploi du temps vous permet plus de vous engager pour des missions plutôt courtes que des missions long terme, et ben vous pouvez aussi le dire que vous êtes disponible pendant une semaine et que vous le savez pas forcément en avance, mais ça permet de garder le contact et de pouvoir quand même donner du temps à un moment. Donc oui, complètement, c'est complètement faisable. Ça dépend de la mission. Parce qu'il y a des missions qui vont demander une régularité hebdomadaire ou autre, mais il y a d'autres missions qui demandent, par exemple, un coup de pouce pour un événement particulier ou des choses comme ça, où là, vous pouvez complètement être là, pas de manière régulière. Mais ça peut évoluer dans le temps. Mais ça peut évoluer dans le temps, exactement. C'est tout est possible. C'est à un instant T, vous êtes disponible comme tant de temps par semaine ou par mois et ça peut évoluer et vous pouvez être très disponible au moment où vous contactez l'association, mais en fait tant que vous lui dites là je commence à avoir plus de boulot, j'ai un petit peu moins de temps, en fait l'association elle est au courant que c'est aussi un engagement. Il faut jamais que ça devienne une obligation. L'engagement c'est un choix, c'est une envie, c'est pas une obligation. Donc si ça devient un fardeau, ça n'a pas d'intérêt ni pour vous ni pour l'association. Donc juste dire que vous avez des changements de disponibilité et il n'y a pas de souci. Le tout, c'est la communication. Mais pas de souci sur le fait de ne pas forcément avoir les mêmes semaines. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Ouais, la communication est en clé. Je pense que c'est le parfait mot de la fin. Merci beaucoup à toi, Clara, et à Nassim.